Prendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Ouais, mais il y en a de l'action et du mouvement en politique québécoise ces jours-ci, à tous les jours. Bon, prenons le temps de décortiquer ça, là, parce qu'on sait, la semaine passée, Mme Fréchette a été assermentée. Et là, cette semaine, ce sera le véritable test, là, avec la formation de son Conseil des ministres. On a la date, ce sera mardi. Et déjà, dans les derniers jours, au cours de la fin de semaine, il y avait des informations qui ont commencé à circuler, notamment de la part de notre bureau parlementaire. D'abord, il n'y aura pas de cure minceur au Conseil des ministres. Ce sera un Conseil des ministres de 29 ministres. Il n'y aura pas non plus de rupture claire avec l'ère de François Legault. C'est-à-dire qu'il y a des visages du Conseil des ministres qui sont là depuis longtemps qui vont revenir. Le gros point d'interrogation, c'était quelle sera la place de Bernard Drinville, son adversaire principal, son adversaire dans la dernière course à la chefferie. Eh bien, on apprend que Bernard Drinville va hériter d'un super ministère. L'économie et l'énergie, fonctions dans lesquelles Christine Fréchette s'est illustrée également par le passé. Il n'y a pas que Bernard Drinville qui reviendrait aussi autour de la table. Éric Girard pourrait rester aux finances, Mme Bélanger à la santé, Sonia Lebel à l'éducation, France-Hélène Duranceau au trésor et Simon Jolin-Barrette garderait la justice. Un qui est revenu dans le giron de la CAQ également, dans la foulée de l'arrivée de Mme Fréchette, c'est Lionel Carman. Ben oui. Il retrouverait un siège autour de la table du Conseil des ministres, retrouverait le portefeuille des services sociaux. Et là où peut-être que Mme Fréchette veut marquer un certain coup, c'est d'amener des députés de région autour de la table. Parce que ça avait été une critique qui avait été faite notamment à François Legault. Pensons à la Gaspésie, pensons à l'Abitibi. Il y a deux noms qui ont circulé en fin de semaine, Catherine Blouin de Bonaventure et Daniel Bernard de Rouyn-Noranda. Si on amène des gens supplémentaires autour de la table, il faut en enlever. Il y a des députés qui sont ministres depuis 2018 qui pourraient, mettons ça au conditionnel, ne pas être appelés cette fois-ci. Pensons à Caroline Proulx, Isabelle Charret, Jonathan Julien, même Geneviève Guilbeault, son nom a circulé en fin de semaine. Donc, des gens qui ont annoncé qu'ils ne se représentent pas. Des gens qui ont annoncé qu'ils ne se représenteraient pas, effectivement, mais dans les autres que je t'ai nommés, il y en a plein qui ne se représentent pas aussi. Il y en a quelques-uns, oui. Il y a Sonia Lebel qui ne se représente pas, mais elle semble qu'elle est tellement appréciée qu'elle est une incontournable. Et il n'y aura pas de ministre de l'Extérieur. Là. Ça, c'est une hypothèse aussi. Ça avait circulé aussi. Ce que je comprends, c'est que dans le fond, le ministre de l'Extérieur, d'abord, et il n'y en avait pas 25. Il y a une personne, je pense, qui a été approchée, qui n'est pas intéressée, dont le nom n'a pas circulé. Là. Je pense que c'est la presse qui a fait circuler des noms qui n'ont jamais été considérés. Donc, voilà. Donc, ça va être un peu plus classique. Est-ce que ça va être assez de changements pour marquer le virage par rapport à l'époque François Legault? Est-ce qu'on se fie dans l'entourage de Christine Fréchette qu'elle, son image est suffisamment... Tu sais que c'est elle la différence avec François Legault et pas nécessairement le Conseil des ministres. Moi, je m'inquiète un peu là, que ça finisse par sonner dans la continuité de ce dont les gens sont tannés. Volte-face, sincèrement incroyable, de Charles Milliard, qui avait pris une position pour la défense du français à la fin de la semaine passée. Et les anglophones de son parti, en 24 heures, l'ont fait virer de bord. D'ailleurs, le Parti québécois attaque Charles Milliard, attaque la crédibilité, le leadership de Charles Milliard, en affirmant d'ailleurs dans un communiqué de presse que la protection du français n'aura duré que 24 heures au Parti libéral du Québec. C'est Pascal Bérubé, le porte-parole en matière de langue française du Parti québécois, qui a fait cette déclaration. Remettons un peu les choses en contexte. Là. Jeudi dernier, M. Milliard fait une sortie disant accepter la loi 96 sous réserve de modification pour alléger la surcharge administrative et l'échéance de 6 mois imposée aux immigrants. Mais là, il y avait, dans la même conférence de presse, Jennifer Macaroni qui était là. Puis là, on sentait dans le non-verbal, des fois c'est intéressant, et on lui avait posé la question, elle avait dit « Je ne ferai pas un autre commentaire qui est différent de celui de notre chef, alors je suis à l'aise avec la position de Charles. » Mais dans les coulisses, réunion d'urgence, visiblement, il y a des discussions qui ont eu lieu, si bien qu'il y a eu recul, volte-face de la part de Charles Milliard. Est-ce que ça affaiblit son leadership, sa crédibilité à tes yeux, Mario? Énormément. En fait, j'ai jamais vu une affaire... C'est rare, j'ai presque jamais vu une affaire de même, tu sais... Généralement, c'est que si tu es inquiet de la réaction de ton caucus ou de ton parti avant de prendre la position publique, il aurait été mieux de jamais le dire. Là. On aurait peut-être, à la limite, on aurait peut-être fait le commentaire « Ouais, il dit qu'il est nationaliste, puis quand il vient de défendre le français, il le fait pas vraiment. » Mais de le faire, puis de l'effacer le lendemain, tu
Tu comprends? Est-ce que l'expression marcher sur sa peinture, là, s'est fait des gros pas, fait des grosses traces. Donc, oui, à mon avis, ça affaiblit sa position. Tout ça pendant qu'Éric Duhem lui publie un livre. Oui, ça va donc Destination Autonomie. Le chef du Parti conservateur veut accroître l'autonomie du Québec, mais en demeurant au sein du Canada. Et pour y arriver, il promet, entre autres, l'adoption d'une loi bouclier qui est inspirée de l'Alberta, veut soustraire aussi les lois québécoises à certaines dispositions de la Charte canadienne. René Lévesque l'avait fait en 82, et le gouvernement pourrait sous Duhem, négocier dans une position de force pour obtenir les pleins pouvoirs en immigration, pour rapatrier des points d'impôt et aussi exploiter ses hydrocarbures. C'est les grandes lignes. Mais donc, c'est un livre qui arrive à un moment où tout le monde essaie de recruter les nationalistes de la CAQ, là, qui arrive à point nommé pour Éric Duhem. Mais c'est entré en vigueur depuis minuit, là, oui. la taxe sur la taxe d'assises enlevée sur l'essence. Exact. Le premier ministre Carney l'avait annoncé la semaine dernière. C'est une mesure qui doit faire baisser quand même les prix à la pompe d'à peu près 10 cents le litre pour l'essence régulière, 4 cents pour le diesel. Une décision qui survient alors que les prix, bon, vous l'avez certainement remarqué, ont fortement augmenté en raison des tensions au Moyen-Orient. Ça demeure quand même élevé. Là. Ce matin, en m'en venant, je voyais encore là, autour du 1,90 $ à la pompe pour l'ordinaire à Montréal. Oui. Même dans la région de Québec, c'est plus près du 2 $ que du 1,90 $. Il faudra voir dans les prochaines 24 heures jusqu'à quel point le prix, le 10 sous, vient vraiment profiter aux consommateurs. Et c'est jusqu'au 7 septembre. Une mesure qui est évaluée à 2,4 milliards. Mark Carney, puisqu'on parle de lui, qui a publié hier une vidéo, c'est assez spécial, un 10 minutes, où c'est carrément, il s'adresse aux Canadiens sur la relation Canada-États-Unis. Oui, et il veut tenir les Canadiens au courant de l'évolution de cette relation-là, qui est devenue d'ailleurs une faiblesse selon le premier ministre Carney pour le Canada. Essentiellement, la proximité avec les Américains, c'est pas juste une vulnérabilité. Le premier ministre va beaucoup plus loin que ça. D'ailleurs, Mark Carney veut détailler aussi sa vision dans le cadre de cette vidéo-là, souhaite parler aux Canadiens de manière directe pour vraiment présenter le plan, veut être transparent. Alors, c'est un exercice là, qui pourrait être fait là, de plusieurs façons. Alors, il a mis carte sur table là, sur les réseaux sociaux, le premier ministre. J'ai quand même vu le commentaire, puis je le partageais un peu, c'est-à-dire que c'était certainement intéressant. Il y a des choses là-dedans dont il avait déjà parlé, mais on a un peu l'impression que ça fait beaucoup de constats, là, beaucoup de constats d'une vision. Peu de solutions. C'est-à-dire que oui, il donne des axes, il faut diversifier nos marchés, mais il y a un côté où certains électeurs disent ouais, mais on t'a pas élu comme analyste politique et macroéconomique de toute cette situation. Tu nous avais promis que tu allais le régler, que tu allais s'asseoir avec Trump, tu allais le régler. Alors ça, c'est certain que on sent que la vidéo vise aussi à baisser les attentes là-dessus. Charles-Antoine, on s'est pas ennuyé hier soir. Est-ce que vous savez comment on prononce ça? Tour du chapeau en slovaque? Dis-nous donc ça. Hat-trick. Je sais pas si j'ai mis l'accent tonique. Ça ressemble à hat-trick un peu. Un peu. J'ai été un peu déçu quand j'ai fait mes recherches sur Tour du chapeau en slovaque. Mais Juraj Slafkovský, digne d'un premier choix au total en 2022. 3 buts, les 3 en avantage numérique. Énorme prestation du Canadien. Imparfaite, mais surtout, être allé chercher une victoire. Tu sais, c'est toujours l'objectif. Aller chercher une victoire sur la route dans les 2 premiers matchs. Et là, c'est fait dès le premier jour. Match très émotif. Le CH a imposé son rythme. Ça a été un match intense. Il y a eu 86 mises en échec. C'est beaucoup. Beaucoup de pénalités. Les officiels avaient le gazou actif, disons-le ainsi. Mais je pense qu'ils ont vu les derniers matchs entre les 2 équipes. Ils ne veulent pas perdre le contrôle de la série. Ouais. En même temps, il y a plusieurs pénalités évidentes. Des bâtons élevés, dont celle qui a donné la victoire en prolongation. T'sais, à 20 secondes de la fin, d'habitude, le sifflet est serré. Mais là, un coup de bâton en pleine face, là, tu sais. Les partisans du Canadien, après 2 périodes, là, bon, c'est le cas à chaque année en éliminatoire, là, mais ne faisaient que crier contre les arbitres. Faut dire que ça a été assez égal, là, que ça a été juste ou non. Ça a été inégal des 2 côtés. Les officiels ont été très, très sévères. Mais la punition à Gunzel, à la toute fin de la 3e période, c'est un coup de bâton plein visage de sa tête. Là, c'est
n'y a pas vraiment d'ambiguïté. Si tu donnes pas ça, là... Ben non, il faut que tu le donnes. Le coup de bâton de Zachary Bolduc qui mène au but égalisateur 3-3. Oui, c'est un coup de bâton. On en a déjà vu des plus sévères. On a déjà vu ce genre de séquence ne pas être pénalisé. Il méritait son 2. Ouais. Mais si on se base sur des années antécédentes, des années précédentes, ben... On donnait pas ça en pas troisième nécessairement. période. Un petit coup à une main en troisième période qui mène au but égalisateur. Mais chose certaine, moi, ce que j'ai adoré, c'est que les gros joueurs se sont levés. Parce qu'on n'a pas vu ni Caulfield ni Suzuki, mais les gros physiquement. Anderson a donné le ton avec son but. Son deuxième qui a été refusé. Clairement, il avait touché la rondelle plus haut que la barre transversale. Mais il a brassé. Là. Il a brassé. Ensuite, Slavkovski, tour du chapeau. Il s'est fait frapper, se relevait. Il a été vraiment, vraiment complet dans ce match. Et Arbor Xhekaj. Parce que c'était quand même un point d'interrogation. Là, cette troisième paire de défense. Ils ont été solides. Solide. Solide physiquement, solide mais offensivement. Même à l'attaque, tu sais, Xhekaj, il rentre avec la rondelle, il y a un gars devant lui, là. Le gars tombe, tu sais, comme quand de la course à haie, là, quand le gars saute pas puis il frappe la haie. Non, pas vrai. Ouais. Tu sais, tu sautes pas puis tu frappes la haie tombe devant toi. C'est exactement ce qui est arrivé. Ouais. Là. Il fonce dans un gars avec la rondelle puis le joueur tombe sur le derrière. Il a été très, très bon. 1000 matchs d'expérience de plus pour le Lightning dans cette rencontre. 16 Coupes Stanley contre une seule, celle de New York, qui n'était évidemment pas gagnée avec le Canadien. Malgré tout, le Canadien a mérité la victoire. A été, en fait, le Lightning a joué du hockey de rattrapage. On s'entend, là, c'est quand même un 4-3 en prolongation. Mais moi, j'ai trouvé que le CH avait imposé le rythme et que le Lightning était à la remorque. Donc, grosse victoire. Le prochain match, il est mardi en Floride. Dobes... il a fait le boulot. La première période était excellente. Ouais. Les deux buts, le premier tir, là, après 10 secondes, on se dit il y a eu une petite nervosité, hein, un petit coup de froid, mais ensuite, il a été quand même assez solide. Le but de Hagel qui sort du coin de la patinoire, Hudson et Goulet manquent la rondelle complètement. Est-ce que Dobes a été solide? Non, mais est-ce qu'il s'attendait? Le premier but non plus. Normalement, il aurait dû arrêter ça. Il le voit, en tout cas. Mais... Et de l'autre côté, le Canadien a marqué 4 buts avec seulement 19 tirs. À un moment, en fin de deuxième période, le Canadien avait 5 tirs seulement sur le filet adverse. Moi, je suis convaincu que mardi, Caulfield et Suzuki vont tirer de partout. Juste pour reprendre des sensations, mais aussi pour envoyer des rondelles au filet, là, parce que Vasilevski a cédé 4 fois en 19 lancés, c'est rare. Reste de Longueuil, qui avait une bonne nouvelle annoncée hier. Il a donné naissance à son petit garçon. Il a publié plein de photos sur ses réseaux sociaux. Il a inscrit Henri et est finalement arrivé parmi nous hier matin, donc samedi. Nous sommes comblés de bonheur. C'était à l'hôpital Pierre Boucher au Centre Mère-Enfant. Celle qui, d'ailleurs, la semaine d'avant, elle s'était prononcée sur l'élection de Christine Fréchette. Elle a dit qu'elle était très fière de donner naissance à son fils alors que c'est une femme qui dirige le Québec. Celle qui a documenté aussi, depuis sa campagne électorale avec Mairesse, la une du clin d'œil, elle a beaucoup documenté, partagé sur ses réseaux sociaux sa grossesse. Finalement, elle était très transparente sur ça et ça fait beaucoup réagir positivement sur les réseaux sociaux. Chaque fois, c'est abondamment partagé. Mais c'est sûr que le petit bébé était très cute, là, avec ses petits pieds puis les petites mains. Les photos étaient très réussies, là. On se souvient jamais à quel point... Tu sais, moi, je suis devenu grand-père, mais on dirait impossible de se souvenir comment c'est petit un bébé naissant. C'est fou. Tu sais, j'en avais eu 3, puis je me suis dit, quand Henri est arrivé, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, c'est tellement petit, on a des orteils, on s'en souvient pas. Puis là, elle a partagé le poids du bébé, c'était 8 livres. Je me suis dit, 8 livres, c'est quand même un gros bébé, tu sais. Même un gros bébé. On lui souhaite la meilleure des chances pour la suite.